Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble quand est-ce qu'il faut arrêter de trader une stratégie rentable. Alors là, tu vas peut-être te demander, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi arrêter de trader une stratégie si elle est rentable? Et en réalité, en trading, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est pas simplement rentable, pas rentable. Il y a toute une logique de comparaison de stratégies. On va comparer premièrement les stratégies entre elles pour savoir laquelle est la meilleure. Et on va les comparer aussi avec un référentiel, avec un benchmark pour déterminer si la stratégie vaut la peine d'être tradée ou non. Parce que oui, si la stratégie est rentable, mais qu'on fait moins bien qu'un indice boursier, par exemple le S&P 500, pourquoi la trader? Pourquoi on joue? Pourquoi on fait du trading? Donc dans cette vidéo, je vais t'apporter un premier élément de réponse à la question de quand est-ce qu'il faut arrêter de trader une stratégie rentable avec le phénomène de l'alpha decay, la détérioration de l'alpha. Premièrement, qu'est-ce que l'alpha? C'est simplement la surperformance de ta stratégie par rapport à ce référentiel. Ça peut être globalement ce que tu veux, hein. C'est généralement un indice boursier parce que c'est les performances du marché, mais ça peut être littéralement n'importe quoi. Ça peut être l'actif sous-jacent que tu trades. Par exemple, si tu as une stratégie sur le gold, faut que ton actif de benchmark soit le gold lui-même pour savoir si ta stratégie surperforme juste une gestion passive. Et si tu surperformes, on dit que tu génères de l'alpha, tu as un alpha positif. Et si tu sous-performes, on dit que tu génères pas d'alpha, tu as un alpha négatif et tu sers à rien. Et l'alpha decay, la détérioration de cet alpha, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'il y ait un changement, une mutation dans les rendements de ta stratégie ou les rendements de l'indice qui fait qu'on surperforme de moins en moins cet indice. Par exemple, si en 2024, les rendements de ta stratégie sont de 25% et que l'indice boursier fait 20%, alors bravo, tu as un alpha de 5%. Mais si en 2025, ta stratégie, elle fait un petit peu moins bien, elle a que 22% de rendement, disons, et que l'indice fait toujours 20%, et ben tu as un alpha seulement de 2%. Tu as un delta d'alpha de moins 3% par rapport à 2024, alors que ta stratégie est toujours rentable. C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo, comment modéliser cette détérioration de ton alpha pour savoir à quel moment c'est le moment de ranger les crampons de la stratégie. Donc abonne-toi si t'aimes bien ce genre de vidéo, dis-moi en commentaire si tu veux que j'en fasse plus, et c'est parti, on va aller sur mon écran. Premièrement, on va déterminer mathématiquement ce qu'est l'alpha, donc c'est la différence entre l'espérance des rendements de la stratégie et l'espérance des rendements du marché. Et pour déterminer le signe, pour déterminer si l'alpha est positif ou négatif, il suffit de connaître ces deux valeurs. Si cette valeur est supérieure à celle-ci, alors l'alpha est positif, on surperforme, et inversement, si cette valeur est supérieure à celle-ci, l'alpha est négatif, on sous-performe. À noter que l'alpha n'est en aucun cas une mesure de rentabilité. C'est simplement la différence entre les deux. Donc en fait, les deux valeurs pourraient être négatives, on pourrait avoir deux stratégies pas rentables, et l'alpha pourrait quand même être positif. Ce qui détermine la rentabilité du système, la rentabilité de la stratégie, c'est ça. C'est l'espérance des rendements. Si l'espérance est positive, c'est la moyenne par trade, sur une logique trade par trade, est-ce qu'on gagne plus qu'on perd? Si l'espérance est positive, le système est profitable et rentable, et inversement, s'il est négatif, on n'est pas rentable. Donc ça, c'est, comme j'ai dit, une logique trade par trade. C'est pas une logique de gestion de portefeuille. C'est pour ça d'ailleurs, si tu te demandes pourquoi on n'utilise pas l'alpha de Jensen avec le bêta, c'est pour cette raison. Mais bien sûr, c'est pas une règle. Tu peux aussi faire ça avec l'alpha de Jensen. Bref, alors l'espérance des rendements, on va multiplier la probabilité de gain par le gain moyen, moins la probabilité de perte par la perte moyenne. Et si cette formule est positive, on est rentable. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modéliser de manière stochastique notre alpha decay, notre détérioration de l'alpha. Alors, t'inquiète pas, le mot stochastique ne fait pas peur, c'est simplement aléatoire. Ça veut dire aléatoire. Quand tu as un processus stochastique, c'est un processus qui a un certain comportement avec une composante aléatoire. Je vais t'expliquer ça dans un instant avec le processus d'Einstein-Uhlenbeck qu'on va utiliser pour modéliser le signal. Donc pour déterminer le processus trade par trade, il faut qu'on détermine l'alpha à l'instant T sur un trade. Donc l'alpha à l'instant T, c'est la probabilité de gain du trade fois le gain du trade, moins la probabilité de perdre le trade fois la perte du trade, moins l'espérance des rendements du benchmark. T'as remarqué, j'ai simplement remplacé l'espérance par la formule développée ici, et ça nous donne notre alpha à l'instant T. À noter que dans cette modélisation, dans cette simulation, le gain est égal à la perte. Parce que ce que je veux te montrer, c'est qu'on va faire varier de manière stochastique, de manière aléatoire, notre probabilité de gain et notre probabilité de perte, sans toucher au gain et à la perte. Comme ça, je vais pouvoir te montrer que dans un système qui est nécessairement rentable, qui est tout le temps rentable, on peut quand même avoir une détérioration de l'alpha durable sur une longue période, sur beaucoup de trades. Et comment on va faire ça? C'est très simple, on va simplement trouver la condition où P donne un système rentable, donc là où l'espérance est supérieure à 0, on va résoudre cette inégalité. Donc on remplace par la formule développée. Étant donné que la perte est égale au gain, comme j'ai dit, on a un risk-reward de 1 pour 1, si on perd 10, on gagne 10. On peut simplement remplacer le L par G. Ensuite, on factorise. Ça fait G facteur de P moins 1 moins P. Donc, G facteur de 2P moins 1.
Et comme G est un gain, c'est forcément positif, donc on va pouvoir le supprimer de ce côté-là, on le divise par G, et on divise par G de l'autre côté, et 0 divisé par un chiffre positif, ça donne 0. Donc on a 2p-1 supérieur à 0, on passe de l'autre côté, 2p supérieur à 1, on divise par p, p supérieur à 1,5, 0,5. Et là, c'est simplement la démonstration mathématique de quelque chose de très simple, qui est simplement que si tu as un risk-reward de 1 pour 1, faut que tu gagnes plus d'une fois sur deux. C'est littéralement ça. Tu as 50% de win rate pour être rentable. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modéliser de manière stochastique notre probabilité de gain pour qu'elle diminue graduellement. Je vais te montrer que le win rate va diminuer graduellement tout en restant supérieur à 0,5. Donc sur toute la durée du processus, notre système va être rentable, mais l'alpha va se détériorer petit à petit. Donc ça va être intéressant. Et comment on va faire? On va utiliser notre processus stochastique préféré, le processus d'Ornstein-Uhlenbeck. J'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs. C'est très utilisé en finance et en trading. Et ça, c'est notre équation différentielle. On va avoir le différentiel de x à l'instant t qui est égal à θ facteur de mu moins xt dt plus sigma dwt. Ça, c'est la composante stochastique, c'est la composante aléatoire. On va multiplier un mouvement brownien par un facteur de volatilité sigma qu'on choisit. Ça, c'est un paramètre. Et ça, ces paramètres-là, c'est ce qui va déterminer le comportement de retour vers la moyenne. Dans le processus d'Ornstein-Uhlenbeck, il y a un comportement de retour vers la moyenne. Et c'est ça qui va nous intéresser parce que je vais arbitrairement faire commencer le processus à un win rate de 0,66 ou de 0,70, enfin un win rate supérieur à 0,5, et on va le faire lentement, graduellement revenir vers une moyenne de 0,5. Ça va donner ça sur le graphique, je te montre tout de suite, ça va ressembler à ça. On va le faire commencer, tu vois, à 0,66, donc 66% de win rate, et petit à petit, il va osciller autour de 0,55. Donc, le système est rentable. Sur toute la durée des trades, c'est rentable, mais ça diminue graduellement. Comment il fonctionne ce processus? On a θ facteur de mu moins la valeur à l'instant t, et le différentiel, c'est la valeur future. C'est un processus continu, donc il n'y a pas vraiment de pas futur, enfin c'est pas discret comme une équation normale, c'est une équation différentielle, mais imagine-toi que pour trouver la prochaine valeur, on va avoir cette équation. Donc, si la valeur à l'instant t est égale à 10, disons, et que la moyenne historique est égale à 11, alors 11 moins 10, ça fait 1, c'est positif, et vu que θ est un facteur qui est toujours positif, on va multiplier un facteur positif par 1, donc ça va donner un chiffre positif. Or, vu que notre valeur est inférieure à la moyenne et que la prochaine valeur sera positive, on va se rapprocher de la moyenne. Inversement, si notre moyenne est inférieure à notre valeur, ça va donner un chiffre négatif, parce qu'on multiplie un chiffre négatif par un chiffre positif, et à ce moment-là, on va diminuer, on est au-dessus de la moyenne et la prochaine valeur sera inférieure, donc on se rapproche de la moyenne. Et comme tu le vois, ça oscille autour de la moyenne. Et un petit problème qu'on a, c'est que ça, c'est le signal. J'ai pas précisé, ça, c'est pas la probabilité, c'est notre signal. Donc le signal, ça peut être ce que tu veux. Là, je le modélise avec le processus d'Ornstein-Uhlenbeck, mais c'est littéralement ce que tu veux. C'est pas obligatoire de faire ça. Et notre signal, en fait, il est borné sur moins l'infini plus l'infini. C'est comme ça que ça fonctionne la plupart du temps. T'as pas, à moins d'avoir une décision arbitraire, tu vas simplement le définir sur moins l'infini plus l'infini. Donc, pour avoir une probabilité, il faut le transformer, parce que les probabilités, c'est entre 0 et 1. Donc ça, rien de plus simple, on va le faire passer par une fonction sigmoïde, qui est 1 divisé par 1 plus exponentielle de moins notre signal. Et comme la fonction exponentielle, je te mets un graphique, est définie elle aussi sur moins l'infini plus l'infini, on peut lui passer n'importe quel signal. Et si le signal tend vers moins l'infini, la fonction exponentielle tend vers 0. Si le signal tend vers plus l'infini, la fonction exponentielle tend vers plus l'infini. Donc en fait, ça va donner 1 sur 1 plus e de moins l'infini, donc plus l'infini. La fonction exponentielle tend vers plus l'infini, donc ça va faire 1 divisé par un très grand nombre, donc ça fait 0. Et inversement, si notre fonction de signal tend vers moins l'infini, ça tend vers 0, donc on va avoir 1 sur 1 plus 0, donc 1 sur 1. 1 sur 1, ça fait 1. Donc tu l'as compris, qu'on soit à plus l'infini ou moins l'infini, on va être borné entre 0 et 1. Tout ça pour dire que ça va donner ce graphique que je t'ai montré il y a quelques secondes. Ça donne ça. La ligne bleue, c'est la probabilité de gain. La ligne rouge, c'est la probabilité de perte, parce que c'est 1 moins la probabilité de perte. D'ailleurs, je précise, j'ai pas précisé pourquoi c'est entre 0 et 1. C'est simplement parce qu'on peut pas avoir plus que 100% de win rate. Tu te doutes bien, on peut pas avoir 150%, donc on peut pas avoir 1,5 de probabilité. C'est forcément entre 0 et 1. Et du coup, la probabilité de perte est inversement proportionnelle à la probabilité de gain. C'est 1 moins la probabilité de gain. Et je t'ai mis la moyenne juste ici sur 500 trades. Là, c'est 500 trades. Chaque pas, c'est un trade. Tu vois, là, c'est le 117e trade. On a 0,56% de chance de gagner le trade. Sur toute la période, on a 56% de win rate. Donc, je rappelle que le gain est égal à la perte. On a G qui est égal à L. Donc, avec un risk reward de 1 pour 1, si notre
probabilité de gain est supérieure à 0,5, alors on est rentable. Donc là, c'est une stratégie qui est parfaitement rentable sur toute la période. Maintenant, ce que je vais te montrer, c'est ce graphique qui est une simulation de Monte Carlo des equity curves, donc des courbes de rendement de la stratégie. Et tu vois qu'avec un capital de départ de 1000, on arrive au plus bas à 1220 et au plus haut à 2270. Donc, sur toutes les simulations de notre stratégie, avec les paramètres que je t'ai montrés au-dessus, on est toujours rentable. Il n'y en a pas une seule qui perd. Et maintenant, ce que je vais te montrer, c'est notre alpha. C'est ça. Là, le spread entre notre stratégie en bleu et les rendements du benchmark en rouge, c'est l'alpha. Tu vois, on pourrait calculer une intégrale si on voulait pour calculer l'air entre les deux. Mais là, ça représente vraiment les paramètres d'au-dessus. Donc, tu vois que au début de la stratégie, notre equity curve, notre rendement, il monte bien, il monte pas mal parce que la stratégie, elle est proche des 70% de win rate ou 66. Et après, petit à petit, au fur et à mesure que la probabilité de gain se rapproche des 50% ou des 55%, eh ben, l'equity curve, elle commence à flat et le benchmark commence à le dépasser. Je te remonte avec la probabilité de gain, tu vois, c'est à peu près pareil. Là, à peu près à partir du 195e trade, on commence à être autour des 0,5 de probabilité de gain. Donc là, on va regarder le 195e trade, il est où? Il est là. Donc là, tu vois, à partir de ce moment-là, c'est là où on commence à flat. Là, l'equity curve, elle est quasiment plate. Et ce graphique-là, c'est la représentation visuelle de l'alpha decay, de la détérioration de l'alpha. Parce que tu vois que sur toute cette période-là, notre spread entre les rendements de la stratégie et les rendements du benchmark, donc littéralement l'alpha, il est quasiment constant, il est quasiment pareil. Tu le vois visuellement sur toute cette période-là. Sauf que à partir de ce moment-là, alors que la stratégie est toujours rentable, je rappelle, c'est toujours une stratégie qui gagne de l'argent, elle gagne de moins en moins d'argent comparé au benchmark. On se fait rattraper jusqu'à carrément se faire dépasser à la fin. Et ça, c'est catastrophique. Pourquoi c'est catastrophique? Parce que en trading, il n'y a pas d'instant T. Tu vois, on essaye généralement de modéliser à l'instant T quelque chose, sauf que ça n'existe pas. Les stratégies, elles fonctionnent sur du long terme. Tu peux pas simplement te dire, ok, maintenant je gagne, parce que ça veut rien dire. C'est sur combien de temps tu gagnes. Et là, en fait, cette stratégie-là, techniquement, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce que on finit la période, on finit les 500 trades en dessous du benchmark, alors que on l'a surperformé pendant quasiment tout le temps. On s'est fait dépasser à la fin. Tu vois, c'est un petit peu le lièvre et la tortue. C'est pas le sprint qui gagne, c'est celui qui finit la course. Et c'est un petit peu contre-intuitif. Tu peux te dire, non, elle a l'air quand même très cool cette stratégie. Mais non, en fait non. Si tu termines en dessous du benchmark, t'as juste perdu. T'as perdu. T'aurais dû mettre dans ton S&P 500 et attendre. Sauf que si tu arrêtes ta stratégie avant, si tu sais à quel moment arrêter de trader une stratégie qui pourtant est rentable, alors là, tu deviens gagnant. Si tu arrêtes ici, imaginons qu'on arrête la courbe ici. Je vais mettre, voilà, je vais rogner le graphique. Alors on est gagnant. Là, on a gagné. Là, c'est le lièvre qui a gagné et il a eu le temps de finir avant que la tortue la rattrape. Sauf que c'est pas si simple, évidemment. C'est pas si simple. Si c'était facile de savoir exactement quand arrêter, évidemment, tout le monde serait riche. Mais là, en regardant le graphique, on se dit c'est évident qu'il faut arrêter là. Mais quand tu es dans la stratégie, quand tu es en train de la trader, c'est pas toujours simple. Donc en fait, ce que tu peux faire, c'est de modéliser une fonction d'alpha. Tu vas simplement modéliser le spread entre tes rendements et les rendements de l'indice contre lequel tu compares ta stratégie et tu vas essayer de déterminer des tendances, des points d'inflexion pour savoir à quel moment on a un alpha, un spread entre les deux qui diminue. Et si ça diminue durablement, tu peux peut-être te dire qu'il y a un problème. C'est pas certain, c'est pas du sûr à 100%, parce que par exemple, là, si tu te dis, ah mince, là, ça descend, tu vois. Là, tu as une petite baisse dans le spread, tu as une petite baisse d'alpha. Tu peux te dire, l'alpha se détériore, faut peut-être que j'arrête la stratégie. Mais en fait, après, ça repart. Donc, c'est toujours très complexe. Ce que tu peux faire, c'est déterminer des tendances de plus long terme, avec des seuils arbitraires. Tu te dis, à partir de telle tendance, j'arrête la stratégie. Et si c'est en dessous, je continue. C'est juste une phase de drawdown, c'est juste une phase de volatilité. Tu vois ce que je veux dire. Et une manière de le faire, vu que là, tu as une fonction, tu peux simplement dériver ta fonction et déterminer des points d'inflexion. Déterminer quand la dérivée passe négative. Parce que je rappelle, en mathématiques, tu as sûrement vu ça au collège ou au lycée, la dérivée, quand elle est négative, c'est que la fonction est décroissante. Et inversement, quand la dérivée est positive, c'est que la fonction est croissante. Donc en fait, tu peux chercher des points d'inflexion durant tout le temps où tu trades. Et à chaque fois qu'il y en a un, tu te demandes si c'est un point d'inflexion qui dure plus de X trades. Et si ce point d'inflexion, la dérivée est négative pendant plus de X trades, tu te dis, c'est le moment d'arrêter de trader la stratégie. Il faut se dire que tant que ta fonction d'alpha est positive, tant qu'on est au-dessus de 0 en faisant la différence entre les rendements de ta stratégie et les rendements du benchmark, la stratégie
est viable. On va pas cracher quand même sur une stratégie qui diminue sur l'alpha, même si tu en as toujours. Si tu surperformes de 2% l'indice boursier, c'est déjà ça, hein, même 1%, même 0,5%. C'est déjà mieux que rien. Mais là où ça devient une catastrophe, c'est si tu passes en dessous. Si tu passes en dessous, si tu sous-performes l'indice, bah là, ça devient une mauvaise stratégie. En fait, tu sers à rien. En tant que trader professionnel, si tu sous-performes le marché, tu ne sers à rien du tout. Tu pourrais simplement travailler à McDo et mettre ton salaire dans le S&P 500, tu gagnerais plus d'argent que si tu tradais. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement inutile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur l'Alpha Decay t'a plu. J'espère que c'est pas trop abstrait. J'espère que tu peux bien le comprendre. Si tu as envie de regarder ma vidéo en détail sur le processus d'Ornstein-Uhlenbeck pour mieux comprendre le processus stochastique, tu peux la regarder là. Si tu veux t'amuser avec les paramètres, les changer pour voir un peu ce que ça donne avec différents types de stratégies ou carrément changer le signal, potentiellement l'incorporer à tes propres stratégies, je te mets ce notebook sur mon GitHub. Tu peux le télécharger avec le lien en description. Abonne-toi à ma chaîne, mets un j'aime, mets un commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Brieux. Ciao.